Bonjour Caroline, Bonjour Manon, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. tu vas bien? Très bien, je suis super contente d'être avec toi cet après-midi Bah et je te pareil, remercie beaucoup pour l'invitation. avec plaisir. Moi aussi, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que tu sais que dans notre concept d'interview, la parole aux audacieux, on a vraiment à cœur de donner la parole à des personnes dont le projet nous inspire et puis qui nous inspire et t'en fais partie. Donc du coup, j'avais vraiment envie d'avoir l'occasion d'échanger avec toi aujourd'hui sur ton parcours et que les audacieux de notre communauté puissent t'écouter. Donc merci beaucoup d'avoir répondu présente. Et, Avec euh, plaisir. et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, alors toi, du coup, tu es créatrice d'une marque de vêtements et d'accessoires éco-responsables pour petits garçons. Donc ça, Exactement. tu vas pouvoir nous en reparler. Je vais te laisser de toute façon te présenter, dire deux mots sur toi. Et puis après, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on revienne un petit peu sur ton parcours de vie, si tu en es d'accord. Très bien, ça marche pour moi. Donc, je m'appelle Caroline Dumoulin, j'ai 38 ans, j'ai sans surprise deux petits garçons. Qui m'ont beaucoup inspirée pour ce projet. Et donc, j'ai créé la marque Parfum d'enfance il y a un an maintenant, qui est une marque effectivement de vêtements et d'accessoires pour petits garçons, élégants sans être trop classiques et effectivement éco-responsable et fabriqué en France. Ça, on en reparlera aussi de cet aspect éco-responsable parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ma première question pour toi, pour que les gens comprennent un petit peu mieux ton parcours et comment tu en es arrivé là, c'est finalement quel est ta première vie professionnelle et comment tu en es arrivé finalement au bout de quelques années à lancer cette marque. J'avais deux passions, les enfants et la mode. Donc, je voulais être soit puéricultrice, soit styliste. Et la voie de la raison, ou plutôt celle de ma maman, m'a plutôt poussée vers une voie plus généraliste. Et donc, j'ai fait des études de commerce, d'école de commerce après mon bac S. J'ai fait mes premières expériences professionnelles quand même dans le secteur de l'habillement. Donc, c'était des expériences en marketing produit chez Éminence et Verbaudet. Puis, une fois mon diplôme obtenu, je me suis orientée vers tout à fait autre chose, par opportunité surtout. Et donc, j'ai exercé le métier de contrôleur de gestion dans un grand groupe logistique. Donc, c'est un groupe au sein duquel je suis restée pendant 11 ans sur différentes missions. Donc, j'ai travaillé pour 3 sociétés différentes sur des projets très diversifiés, des projets d'ouverture de sites, d'ouverture de filiales. Et puis, j'ai fini par un poste au siège, partagé entre contrôle de gestion centrale et sociale, qui est une mission où j'intervenais surtout en soutien aux contrôleurs de gestion opérationnelle et pour mettre en place des outils pour les aider dans leur mission quotidienne. D'accord. Du coup, ça a été un long parcours finalement, 11 ans. Mais du coup, tu disais que tu avais ces deux aspects dans ta vie, là, enfin, que ta maman t'avait fait choisir la voie de la raison, on pourrait dire. Ça t'a jamais quitté finalement? Qu'est-ce qui a fait que le projet est ressorti, l'envie est ressortie au bout d'un moment? J'étais pas malheureuse dans mon poste parisien, puisque finalement, au bout de 11 ans, on atteint quand même un certain niveau d'expertise. Donc, on va dire que j'étais dans une situation qui était plutôt confortable. Je travaillais avec des personnes que je connaissais parfois depuis plus de 10 ans. Donc, au-delà de collègues, c'était vraiment des amis. Je travaillais dans le 8e arrondissement de Paris, donc à côté du parc Monceau, qui est magnifique. Donc, on peut pas dire que j'étais malheureuse, mais alors déjà d'une part, comme je te dis, j'étais quand même dans une situation de confort par rapport au contenu de mes missions, et il me manquait une partie de challenge, hein, enfin une part de challenge et l'envie aussi de me prouver de quoi j'étais capable. Ensuite, passer ces journées sur des tableurs Excel. C'est bien, mais moi, j'adore créer, j'adore tout ce qui est do it yourself, loisirs créatifs. Et en fait, ce poste-là me permettait pas du tout d'exprimer cette créativité. Et puis, j'avais aussi, dans un contexte de Covid, comme tout le monde, je pense, est intervenue une remise en question. Et puis, le besoin de trouver du sens
à ce que je faisais au quotidien. Et donc, c'est à ce moment-là, je pense que je me suis recentrée sur voilà, ce qui m'animait profondément et ce qui pouvait me donner envie de me lever tous les matins et de faire ce que je fais voilà, avec enthousiasme et passion. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que, comme toi, je suis, vraiment, il y a beaucoup de choses que je reconnais quand j'étais moi-même, du coup, dans le salariat, chargée de mission au Conseil régional d'Île-de-France, parce que tu disais que certaines de tes collègues ou collègues étaient vraiment devenus des amis. Moi, c'était mon C'est cas ça. aussi. Que tu n'étais pas malheureuse là où tu étais. Moi, c'était pareil. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui est un besoin aussi qui était pas comblé. Donc, toi, c'était cet aspect créatif finalement qui était pas suffisamment utilisé finalement, que tu pouvais pas déployer comme tu souhaitais. Non, Euh, non, ouais, effectivement, c'est ça. Et puis aussi, en fait, je me rends compte avec le recul que je suis pas forcément faite pour les grands groupes parce que, en fait, j'aime bien voir l'impact que peuvent avoir mes actions sur les choses et sur mon environnement. Et en fait, je trouve que c'est très difficile à mesurer quand on est un salarié parmi 18 000. mm, Voilà. Et moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, ce qui me plaît, ce qui me motive, justement, c'est de pouvoir me dire, OK, je pars d'une idée et voilà jusqu'où je suis capable d'aller. Et aussi, voilà quel est l'impact de mes actions sur les choses, sur mon environnement. mm. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, à ce moment-là de ta vie où tu as commencé à envisager un changement de cap professionnel, est-ce que tu as été accompagnée ou est-ce que c'est un cheminement que tu as fait toute seule? Non, non, j'ai été complètement accompagnée. On va dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, hein, parce que moi, j'ai des parents qui sont entrepreneurs et chefs d'entreprise. Moi-même, en école de commerce, en fait, j'avais déjà l'intuition que j'avais envie de me lancer là-dedans et j'avais choisi cette spécialisation de management entrepreneurial. Donc, j'avais déjà les bases, mais j'avais aussi envie voilà, d'être accompagnée pour structurer mon projet et aussi avoir un point de vue extérieur sur les choses telles que je les envisageais. Et donc, dès le début, je me suis fait accompagner. Donc, au début, c'était par l'APEC qui a travaillé avec moi sur toute la conceptualisation du projet, c'est-à-dire le business model. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais vendre, à qui, avec quel canal de distribution, quels moyens, quelles ressources. Et puis aussi sur l'adéquation homme-projet. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant puisque en fait, on a fait le point sur moi, mon parcours, mes aptitudes, mes connaissances, mes compétences et celles qui étaient requises par la reconversion que j'envisageais. D'accord. Donc Tout ça, ça, c'était c'était proposé par l'APEC, ouais, du coup? par l'APEC. Et tu Donc faisais ça, ça en c'était parallèle de ton activité? Ou c'était alors, après? je pense que c'est proposé aussi en parallèle de son activité, mais il se trouve que moi, à ce moment-là, j'étais plus en poste. D'accord. Oui, parce que du coup, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que finalement, ton changement de vie professionnelle, c'est aussi manifesté enfin, a pris corps dans un changement de vie aussi plus personnel, parce que vous avez quitté avec ton mari et tes deux enfants la région parisienne pour vous installer dans le Loiret. C'est comme ça qu'on s'est connus finalement, parce que nous, on a aussi opéré avec Sébastien ce changement de la région parisienne vers le Loiret et du coup la création d'entreprise. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas Exactement, précisé au départ, on en reparlera. On s'est rencontrés du coup dans le cadre d'une de couveuse la couveuse. d'entreprise. Mm. Donc voilà, si tu veux bien rebondir sur, Oui, sur alors ça. effectivement, en fait, comment dire, tout ça est intervenu dans un contexte personnel aussi qui se prêtait au changement, puisque donc nous, voilà, on vivait en région parisienne depuis 6 ans, on était à Saint-Germain-en-Laye, donc pour ceux qui connaissent, qui est une commune vraiment formidable pour les familles, hyper mignonne, avec plein de jolies boutiques. Voilà, super environnement. Par contre, on avait acheté un appartement en duplex avec 3 niveaux et en fait est intervenu le Covid et le premier confinement et on s'est retrouvés à deux en télétravail et avec notre fils qui à l'époque avait 2 ans et demi sans extérieur et voilà, forcément ça fait réfléchir. On se pose la question à ce moment-là, est-ce que c'est cette vie-là
qui me convient, qui convient à ma famille. Et donc là, on s'est dit, OK, c'est le bon moment pour nous voilà, de changer un peu de cadre. Surtout que moi, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et voilà, donc effectivement, mon mari était originaire d'Orléans. Et le fait de s'installer à Orléans lui permettait de conserver son poste en région parisienne. Donc, c'est comme Oui, ça effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont, même avant Covid, qui faisaient déjà l'aller-retour entre Orléans et Paris, parce que je me rappelle moi-même dans le cadre de mes études, quand j'étais en master, j'avais une copine qui faisait ça, les allers-retours. Tout à Et puis fait. Orléans, c'est assez faisable finalement, parce qu'on n'est pas si loin quoi, de la capitale. On n'est pas si loin. Et puis, lui, pour le coup, en fait, avec le Covid et aussi une restructuration, ils se sont retrouvés en télétravail quasi à 100%. Donc, en fait, il a 1 à 2 jours de présentiel par semaine. Donc, le reste du temps, il est en télétravail. Et du coup, voilà, le cadre ici est idéal puisqu'en plus, on a l'espace pour permettre à chacun de travailler depuis la maison. Voilà. Et puis, je trouve aussi que voilà, quand on se retrouve avec des enfants en bas âge, on se rend compte que voilà, le temps qu'on peut partager avec eux est hyper précieux. Et dans ce contexte-là, voilà, les 2 heures de trajet quotidien, c'est juste plus possible, quoi. Donc, Oui, c'était ça que tu avais au départ entre ouais, Saint-Germain et moi, je Paris, c'est mettais ça? 1 heure pour aller travailler et ça m'a pas choquée jusqu'à ce que j'ai des enfants et que je me rends compte que finalement, c'était compliqué en termes d'organisation et que je passais peu de temps avec eux. Ouais, donc finalement, ça a été une opportunité aussi de pouvoir avoir une vie un peu différente qui te permette plus de Un temps. cadre de vie, je Ouais. trouve, plus épanouissant pour tout le monde, en fait, pour l'ensemble de la famille. D'accord, du coup, là, on comprend mieux aussi ce qui t'a permis à ce moment-là de pouvoir revenir à tes envies de développer un projet entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est venue cette idée de créer une marque pour petits garçons, uniquement? Oui, alors, il faut pas y voir une volonté de ma part d'exclure les petites filles. Moi, je suis issue d'un univers de filles. À la maison, il y a que des filles. On est 3 sœurs et voilà. Et j'adore les petites filles. Donc, c'est pas ça c'est pas ça qui a motivé la spécialisation que j'ai choisie pour mon activité. En fait, non, c'est plutôt que, comme je le disais, quand j'étais petite, voilà, j'avais 2 passions, c'était la mode et les enfants. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir une petite sœur alors que j'avais 14 ans, issue d'un remariage. Et en fait, à l'époque, voilà, je m'en suis occupée comme d'une petite poupée. Je passais mon temps à ranger ses petites affaires, à lui faire des tenues, à la prendre en photo. C'était vraiment ma poupée. Quand je suis tombée enceinte, en fait, directement, moi, j'ai tous ces souvenirs-là qui me sont revenus. Et en fait, je me suis projetée avec énormément d'enthousiasme dans l'arrivée dans les préparatifs de l'arrivée de cet enfant. Je m'apprêtais vraiment à revivre la même expérience. Et en fait, quand j'ai appris que c'était un petit garçon et que j'ai commencé à faire les boutiques pour l'habiller, ça a été une énorme déception. Voilà, parce que je me suis rendu compte que voilà, il y a très très peu de choix en matière d'habillement pour les petits garçons. C'est compliqué de trouver des choses qui soient élégantes mais pas trop classiques. Voilà, et donc voilà, moi j'ai passé énormément de temps à fouiner, à rechercher auprès de petits créateurs des pièces que je trouvais jolies et de nature à mettre en valeur mon petit garçon. Voilà, et en fait, quand j'ai eu un deuxième enfant, il se trouve que c'était à nouveau un Par un petit garçon. garçon. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas rester sur cette frustration. J'ai l'intuition qu'il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Et donc, j'ai avancé dans ce projet. Et effectivement, moi, j'ai fait une étude de marché. Donc, j'ai interrogé 150 personnes qui ont répondu à un questionnaire. Oui, justement, je voulais te demander, est-ce que tu as constaté que le besoin, que ta frustration était répétait partagée, aussi, effectivement. voilà, était Quand partagée j'en chez d'autres parlais à mamans? d'autres mamans de petits garçons, elles m'exprimaient le même ressenti. Donc, je me suis dit, c'est pas possible.
il y a quelque chose à faire. Et puis, voilà, donc quand j'ai réalisé cette étude de marché, effectivement, j'ai quand même 67% des personnes qui ont répondu à l'enquête qui ont exprimé une insatisfaction par rapport à l'offre existante sur l'habillement, sur le marché de l'habillement petit garçon. Tu as Donc, réussi à cibler du coup des parents de petits garçons, c'est ça en fait, là, je te donne le résultat des parents de petits garçons. Après, j'ai ouvert mon questionnaire à tous les parents. À tous les parents, grands-parents. Et là, je te donne le résultat, effectivement, des personnes qui se sont exprimées sur l'habillement petit garçon. Donc, qui avaient acheté une pièce vestimentaire pour un petit garçon, que ce soit pour leur enfant ou pour offrir. D'accord. Ah oui, c'est vrai, il y a toute cette partie-là aussi. Voilà. Et donc, quand j'ai dû offrir des choses pour un petit garçon, je ne suis pas tellement allée dans l'habillement, effectivement. Je suis allée prendre, une petite peluche. Ouais, je ne suis pas allée fouiller. C'est compliqué. Et voilà. Et en fait, alors que sur l'habillement petite fille, il y a énormément de choses, de marques qui existent, qui sont toutes plus adorables les unes que les autres. Donc, pour moi, le secteur, il est déjà bien... comment dire, l'offre, elle existe, elle est abondante et il y a pas, pour moi, il n'y a pas matière à en ajouter encore. Ouais, donc tu as à la fois constaté qu'il y avait un réel écart finalement entre les propositions pour petites filles et pour petits garçons, mais aussi que derrière, il y avait un besoin des parents et des personnes voilà, qui souhaitaient faire des petits cadeaux à des petits garçons et qui étaient très, très frustrés, quoi. Donc, voilà, qui était très frustrée. Et moi, je me suis dit, quelque part, c'est pas très juste. Je pense que les petits garçons, eux aussi, méritent d'être bien habillés avec des pièces qui les mettent en valeur. Et voilà. Et donc, et aussi, je pense que les mamans ont le droit aussi d'habiller leurs petits garçons avec autant de plaisir que qu'elles habillent leurs petites filles. Il n'y a pas de raison. Ah, c'est chouette. Et du coup, donc là, tu as ce projet qui a commencé à émerger. Toi, à ce moment-là, donc tu disais que tu avais un petit peu d'expérience dans l'habillement, mais pas tellement finalement. Comment tu as fait, quoi? Comment tu as créé le projet moi, en tout cas, ça m'impressionne un peu. Et donc, j'aimerais bien que tu me dises comment tu Alors effectivement, moi, effectivement, j'ai de l'expérience en marketing produit, donc je sais comment créer une collection, quelles sont les étapes. J'étais chez Verbaudet, j'étais en relation avec les fournisseurs, j'ai participé à la mise au point des produits, etc. Donc, je sais globalement comment ça se passe. Après, j'ai aucune compétence technique. Moi-même, je ne sais pas coudre, donc c'est prévu, ça fait partie de mes projets à très court terme, mais je ne sais pas coudre. Donc voilà. Après, alors, par où je suis passée? Est-ce que tu veux que je détaille plus la partie collection, du coup En fait, je me suis demandé comment là, tu vois qu'il y a un besoin. Tu te dis, j'ai envie de créer du coup des vêtements pour petits garçons. Comment je fais n'ayant pas les compétences techniques finalement? Alors déjà, alors j'avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais en fait, il existe. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et il se trouve qu'il y a régulièrement des personnes qui sont interrogées et qui ont entrepris dans l'univers de la mode. Et du coup, j'ai trouvé ça très inspirant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui, comme moi, n'avaient pas du tout d'expérience dans le secteur et qui avaient été capables de le faire. Donc, je me suis dit, OK, c'est possible. Et ensuite, finalement, il suffit presque, entre guillemets, de s'entourer des bonnes personnes, puisque si on a l'idée d'un produit, on peut s'entourer d'une modéliste qui va nous aider à faire le patron, les dessins techniques et les allers-retours pour mettre au point le produit. Et puis après, dans tous les cas, c'est pas nous qui produisons le vêtement, mais c'est l'atelier. Donc finalement, je me suis pas dit que ce serait forcément un frein. Après, je dois dire que le fait d'être novice dans le secteur m'a fait perdre du temps.
m'a fait perdre du temps parce que j'ai mis du temps à trouver les bons interlocuteurs. J'ai passé du temps aussi à comprendre certaines contraintes techniques. Par exemple, enfin, c'est tout bête, hein, mais quand j'ai acheté mon tissu, et ben, je me suis rendu compte, enfin, le tissu des premiers produits, ben, j'ai reçu le tissu, je l'ai trouvé qualitatif, j'ai apprécié les couleurs, enfin, la matière, etc. Et je me suis pas posé beaucoup plus de questions. J'ai commandé mon tissu et puis quand on a commencé à réaliser les prototypes, bah là, je me suis rendu compte qu'en fait, une matière sweat, bah, ça rétrécit au lavage. Donc finalement, bah, toutes les mesures que j'avais communiquées au début, et ben, elles étaient plus bonnes. Donc on a dû tout recommencer pour tenir compte de cette contrainte technique. Bah maintenant je le sais, donc enfin je me ferai plus avoir et voilà, donc mais et finalement bah, ça m'a juste fait perdre un petit peu de temps mais sans plus d'impact que ça, donc c'était pas grave. Je vais C'était te pas poser grave. une question là qui me vient. Donc, tu disais bah, le fait que j'ai pas les compétences techniques a pu me faire perdre un peu de temps, mais bon, voilà, c'est pas grave, tu en as tiré les apprentissages. Qu'est-ce que ça a pu, au contraire, t'apporter, le fait d'avoir cet œil finalement de quelqu'un qui serait pas expert technique? Je pose ça comme ça, peut-être que tu n'as pas de réponse là, comme ça, mais ça, je me demandais. Euh, Écoute, de mon expérience passée, là, enfin des mois qui viennent de s'écouler, il y en a pas trop. Par contre, là, par exemple, je réfléchis à de nouveaux produits et que je connais pas forcément, enfin qui, à ma connaissance, ne sont pas forcément proposés, donc des choses un peu différentes de ce qui est proposé aujourd'hui. Et en fait, je me suis pas trop posé la question de si ce serait possible ou pas. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça comme ça et ça devrait marcher. Je Donc, trouve ça intéressant parce que justement, ouais, peut-être que ça te pousse à imaginer des choses qui sont un peu hors cadre, quoi. Et ben, ouais. peut-être que quelqu'un qui a plus d'expérience se dirait, bah non, ça va être trop compliqué, il y a trop de contraintes. Et puis peut-être que bah, pour moi, ça me semble tout à fait faisable. Donc voilà, Mm. donc j'ai moins de freins. Sans doute que j'ai moins de freins Ouais, qu'une c'est personne dont intéressant. c'est le métier à la base. Il y a autre chose que je voulais souligner dans ce que tu as dit qui était très intéressant, c'est le fait que bah, tu parlais des podcasts et des sources d'inspiration que tu as pu avoir. Je me rends compte à quel point finalement le fait de pouvoir se rendre compte que certaines personnes ont déjà fait le chemin, se dire bah, si elles ont pu alors qu'elles n'avaient pas les compétences, ça veut dire que je peux le faire aussi. Et ça Mm. nous autorise finalement à nous lancer. Et c'est pour ça, c'est un peu la boucle est bouclée, mais du coup, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait de te donner la parole, parce que pour moi, tu fais typiquement partie de ces personnes qui peuvent inspirer d'autres personnes à oser faire un projet un peu qui pourrait paraître un peu fou finalement. Je confirme, en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai écouté beaucoup de podcasts, surtout sur l'univers de la mode. Et bah, donc, on interviewe souvent des personnes qui sont issues du secteur, hein, qui sont des experts, mais parfois aussi d'autres comme moi dont c'est pas du tout le secteur d'origine. Et notamment, j'avais écouté une interview d'Alison Cavaillé qui a créé la marque Tagine Banane et qui expliquait qu'au début, enfin voilà, elle avait essuyé quand même un peu les plâtres, mais elle s'était un peu lancée tête baissée dans son projet sans trop se rendre compte justement des difficultés qui pourraient l'attendre et pour qui ça a super bien marché. Donc je me suis dit, bah oui, c'est possible en fait. Il y a autre chose aussi que j'ai entendu que je trouvais intéressant, c'était le fait que tu disais que bah, finalement, c'est pas parce que tu n'avais pas toutes les compétences que tu pouvais pas aller les chercher ailleurs. Et donc, de ce que j'entends, c'est l'importance aussi d'être entouré dans son projet entrepreneurial, à la fois Ah par oui, oui. d'autres personnes qui peuvent avoir les compétences que nous, on n'aurait pas, mais aussi bah, par ailleurs, on en parlait tout à l'heure, via l'accompagnement aux couveuses d'entreprise, pour là, tout l'aspect plus bah, Ben, développement. c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. On a parlé des démarrages de mon projet, mais en Oui. fait, tout au long de mon projet et encore aujourd'hui, je suis toujours accompagnée. Mm. Donc, après avoir été accompagnée par l'APEC, j'ai été accompagnée par la BGE pour la partie études de marché. Et vraiment, vraiment, ça m'a beaucoup aidé en fait à structurer mon étude, à avoir aussi un avis hein, Mm.
sur la façon dont je menais mon étude, etc. Ensuite, donc, dès que j'ai terminé mon étude de marché, en fait, j'ai présenté mon dossier à la couveuse et je suis entrée en couveuse d'entreprise. Donc ça, c'était le 1er octobre de l'année dernière. Donc il y a, oui, donc il y a à peu près 9 mois maintenant. Et puis, depuis que je suis en couveuse, je suis accompagnée effectivement par une personne avec qui j'ai des échanges tous les 15 jours et qui me permet d'avoir un regard extérieur sur mon projet et sur mon avancement sur les différents sujets. Et là où j'ai de la chance en plus, c'est que la personne qui m'accompagne est déjà spécialiste en communication. Donc, elle peut m'aider sur toute la partie marketing digital. Et en plus, elle a une marque d'accessoires zéro déchet. Donc, elle connaît bien les contraintes techniques auxquelles je suis confrontée. Et donc, je peux me permettre d'échanger avec elle là-dessus. Donc, ça, c'est formidable. Donc, en fait, quand on entreprend, on a énormément de structures et de ressources gratuites souvent qui peuvent venir en soutien et qui peuvent nous accompagner tout au long du projet. Donc, c'est vrai que c'est ça, pour donner une petite information, la couveuse d'entreprise, ça fonctionne, c'est une association, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Du coup, on paye à des frais d'adhésion, mais qui sont dérisoires comparés à tout ce qui est proposé. Soit déjà l'accompagnement, comme tu dis, tous les 15 jours avec une chargée de mission ou un chargé de mission, mais aussi du coup la possibilité de développer son réseau entrepreneurial en rencontrant d'autres porteurs de projets et aussi de suivre des ateliers dans tout un tas de thématiques de la comptabilité jusqu'à la communication ou comment créer un visuel sur Canva, quoi. Donc c'est vrai que c'est en tout cas je peux que souligner qu'on a vraiment beaucoup de chance en France. C'est une chance. Ouais. Et puis, il y a aussi une autre partie, moi, je trouve, pour être issue du domaine de la gestion, autre chose que je trouvais hyper intéressant quand même, c'est la possibilité de pouvoir tester son activité sans avoir à s'immatriculer. Voilà. Et bien de le donc souligner. Sans avoir aucune formalité administrative à accomplir, aucune déclaration fiscale, sociale. Voilà, la seule contrainte, c'est d'enregistrer ses ventes et de transmettre ses factures, mais ça permet vraiment de placer son énergie au bon endroit et voilà, de se focaliser sur le développement de son activité. Donc ça, c'est vrai que c'est tu fais bien de le souligner parce que c'est vraiment, finalement, le principe, c'est de pouvoir tester son activité sans prendre finalement de risques démesurés, quoi. Même sans en prendre quasiment du tout, quoi. C'est ça. Du coup, on est parti là. Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, du coup, est-ce que toi, quand tu as décidé de te lancer dans ce projet, est-ce que justement, déjà, tu as hésité, tu as eu des freins et tout ça, ou est-ce que vraiment tu t'es lancé sans peur? Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu as été soutenue par ton entourage? Moi, j'ai pas hésité du tout. Honnêtement, voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me tente depuis super longtemps. Et c'était vraiment, je pense, le bon moment pour moi pour le faire. Toutes les conditions étaient réunies, en fait. J'avais aucun frein. En plus, bon, je dois dire que je suis pas inquiète parce que je me dis, au pire, ça marche pas. Au pire, j'ai 11 ans d'expérience en contrôle de gestion. Je vais retrouver autre chose. Même si ça fait pas du tout partie de mes plans aujourd'hui, je sais que je me retrouverai pas sans rien. Donc, pour moi, il y a quand même un filet de sécurité qui est constitué de mon expérience. Et puis aussi, finalement, une certaine confiance en ta capacité à rebondir. À rebondir si jamais ça marchait pas. Voilà, donc non, pas vraiment de frein, pas vraiment de frein à ce niveau-là. Ensuite, est-ce que j'ai été soutenue par mon entourage? Alors, mon mari, il a mis du temps à comprendre mon envie d'entreprendre. Lui, il est dans un schéma où voilà, il est depuis, je crois, 13 ans maintenant dans un grand groupe sur lequel au sein duquel il a évolué. Et, voilà, il a un très bon poste aujourd'hui et je pense que il se verrait pas du tout ailleurs.
Donc voilà, lui, ce besoin, ce besoin-là, il le partage pas à la base. Par contre, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur le fait que je me lançais dans ce projet-là, j'ai eu un soutien inconditionnel de sa part. Donc, il a jamais remis en question mon projet. Et puis, en fait, honnêtement, comment dire, c'est mon conseil préféré. Il entend parler de mon projet tous les jours. Je le sollicite sur tout un tas de sujets pour avoir son avis. Il est vraiment partie prenante et voilà. Et je sais qu'il me soutient à 100%. Voilà. Et au niveau familial, mes sœurs, c'est mes plus grandes fans. Honnêtement, elles sont complètement, elles sont hyper enthousiastes par rapport à ce projet. J'ai une de mes sœurs qui a mis des alertes sur Instagram dès que je publie. Elle like tout de suite, elle commente, elle partage. Enfin, Ouais, c'est précieux ça, hein, quand on débute. Et que, justement, au début, on n'est pas encore très connu ni développé et tout ça. Le Oui, soutien, ouais, c'est vrai. ouais. C'est vrai que ça permet d'être un peu plus visible que quand on n'a pas ce soutien-là Oui, et puis de même, je veux dire, proches. ça fait du bien, ouais, Et puis ça fait du bien, effectivement, Mm. ça fait du bien parce qu'en fait, toutes mes victoires, tous les points d'étape que je valide, eh ben, je les partage et il y a d'autres personnes qui se réjouissent avec moi. Donc, c'est vrai que c'est hyper T'as, chouette. t'as un autre Euh, soutien aussi que j'aimerais souligner et que je trouve génial, moi, c'est tes enfants. Parce que quelque part, ils sont à l'origine du projet et ils contribuent aussi à leur manière au développement de ta marque. Je sais deux choses. Déjà que ils étaient là pour t'aider pour les essayages et tout ça. pour les essayages, effectivement. Et qu'aussi, tu les as fait participer au premier shooting de ta collection. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont participé au shooting et honnêtement, ça s'est merveilleusement bien passé. Donc, je suis hyper contente parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein, c'est pas un exercice auquel ils sont habitués. Bien Surtout que qu'ils je les sont encore photographie petits, je beaucoup. crois, hein. Enfin, le plus Ouais, jeune, ouais, le il a quel petit, âge? il a 2 ans et demi Ouais, c'est ça, c'est encore voilà. petit. Et le plus Mm. grand, il vient d'avoir 6 ans là, il y a Mm. quelques jours. Donc oui, oui. Et puis, le plus grand, justement, je le sollicite beaucoup au sujet de ses goûts. Je lui dis, D'accord. voilà, regarde, j'ai testé ça comme broderie. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes pas? Est-ce que tu voudrais d'autres couleurs? Donc, il me donne son avis. Donc ça, c'est hyper précieux. Il pose sur les photos. Alors, il y a eu le shooting photo qui nous a permis de partir tous les quatre à l'île de Ré en week-end, donc c'était super. Euh, mais même au-delà de ça, en fait, même quand on part en vacances ou qu'on est dans un joli cadre, eh ben, j'en profite pour leur mettre mes petits sweats et les prendre en photo. C'est pratique. Donc, ils participent activement. Mon fils, il est hyper fier de savoir que je suis en boutique. Donc, Oui, justement, je ouais, voulais te demander, il est qu'est-ce qu'il super dit content sur, et puis voilà. Par contre, c'est la partie essayage. Bon, ça lui plaît moins, mais bon, voilà, il s'y prête quand même. Mais c'est vrai que c'est chouette. Finalement, c'est une aventure familiale. Ouais, c'est ça. Tu fais bien de le dire parce que j'avais pas forcément les mots, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donné et je trouve ça vraiment, ouais, très, très chouette le fait que vous puissiez être ensemble sur tout ça parce que au-delà finalement ça crée une histoire de marque et au-delà, ça crée des liens particuliers finalement, Oui, je oui, c'est trouve. vrai, c'est vrai, Mm. c'est vrai. Et puis, je suis contente aussi de voir mes produits aussi prendre vie sur mes Mm. enfants. Enfin, voilà, au final, c'est eux qui sont à la source de l'inspiration. Et puis, finalement, c'est les produits Ils en qui profitent. deviennent leurs compagnons Mm. d'aventure. Donc, voilà, donc c'est une jolie Tu, boucle. Tu parlais de broderie, justement, je voulais qu'on revienne un peu là-dessus parce que pour bien comprendre, toi, donc, tu choisis effectivement la matière, la forme des vêtements, la couleur, etc. Et du coup, tu interviens quand même sur cette partie, pas quand même, pardon du lapsus, tu interviens particulièrement sur cette partie-là de la broderie. Tu peux Ouais. nous en dire un peu plus parce que Oui, alors ça, c'est la partie qui n'était pas du tout prévue au programme, hein, parce que j'avais pas du tout prévu, moi, d'intervenir dans la création physique des produits. Mais
au final, en fait, ce que je regrette, c'est que les mamans de petits garçons aient finalement peu de choix pour les habiller. Et en fait, pour moi, il était vraiment important justement de leur offrir le plus de choix possible. Alors, après, moi, je suis une petite marque dans une démarche éco-responsable et je ne vais pas proposer 100 références, mais seulement quelques-unes. Et du coup, pour moi, il était important en fait qu'elles puissent quand même exprimer leurs souhaits et leurs envies par rapport aux produits que je leur proposais. Et donc, je me suis dit, la broderie, c'est chouette parce que c'est quelque chose, ça anime le produit, c'est une fantaisie, c'est élégant. Et puis, ça permet justement de laisser le choix. C'est quelque chose que moi, je peux réaliser. Et donc, je peux offrir le choix aux mamans de cette broderie et réaliser vraiment le produit 100% conforme à leurs attentes. Et donc, je me suis dit, cette étape-là, je ne la fais pas en atelier, je la gère. Donc, voilà. Mais je n'avais aucune idée de ce dans quoi je me lançais. Donc, au début, je me suis dit, je verrai, peut-être que je le ferai à la main, parce que je brode un petit peu à la main, mais j'étais pas équipée, j'avais pas de machine, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Et je me suis dit, si, je vais faire ça, voilà, je vais personnaliser les produits, etc. Bon, finalement, je me suis dit, bon, à la main, en fait, ça va me prendre beaucoup trop de temps, c'est pas possible, faut que j'achète une machine. Donc, j'ai acheté une machine, mais sans me rendre compte quand même que la machine, c'est un bon outil, mais ça fait pas tout. En fait, la broderie, c'est comme la couture, ça s'apprend, ça nécessite un peu de technique. Et donc voilà, et donc finalement, je me suis retrouvée à passer des journées entières derrière ma brodeuse à faire des tests pour choisir les bons stabilisateurs, pour régler les tensions de fil, pour choisir le bon fil, la bonne aiguille, les bons motifs aussi, parce qu'il y a des motifs qui ne sont pas forcément compatibles avec les matières que j'ai sélectionnées. Donc voilà, oui, je suis en train de devenir experte en broderie alors que ce n'était pas du tout prévu. Et du coup, alors moi, je n'y connais rien, donc c'est bien parce que du coup, j'ai le regard de la novice totale. Je sais que ce que tu proposes, c'est des petits animaux trop mignons. Est-ce que déjà, c'est toi qui les as designés, du coup, ou comment ça s'est Alors passé? non. En fait, non, parce que alors ça, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que pour créer un fichier d'instruction pour la brodeuse, en fait, il faut passer par des logiciels bien particuliers. Mhm. Et que ça nécessite une formation. Donc, au début, c'est ce que j'avais prévu. C'était, moi, dessiner les motifs, de créer les fichiers de broderie, etc. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore là. Donc, il y a des motifs que j'ai trouvés sur Internet, mais il faut savoir que là, je propose 7 ou 8 motifs, mais j'en ai acheté au moins 30 ou Mhm. 30 que j'ai testé et puis ça n'allait pas. Donc voilà, enfin, il faut les sélectionner, etc. Et puis, il y a des motifs que j'ai fait faire à partir de dessins que m'a fait la graphiste avec laquelle j'avais travaillé. Et il y a des ateliers qui sont spécialisés là-dedans et qui permettent de transformer un motif un dessin en motif de broderie et D'accord, en un fichier d'instruction d'accord. que la brodeuse est capable de lire et d'exécuter. Et du coup, finalement, là, ce que les personnes, quand elles souhaitent acheter une de tes pièces, elles peuvent choisir du coup Elles peuvent la choisir taille, la couleur, la broderie, c'est ça? la taille, la couleur, la broderie. Ouais, exactement, sachant que Ah, c'est j'aimerais personnalisé bien à offrir max. le plus de choix possible. Donc, petit à petit, je vais élargir mon catalogue de broderie. Et puis, je vais bientôt proposer du texte aussi, D'accord, en plus des motifs. d'accord. Ouais, c'est chouette. En tout cas, Ouais. ouais, ce que je voulais dire aussi, oui, on n'a pas parlé finalement de ta première collection et de ce que tu avais sorti comme produit, si tu veux nous en dire un peu plus, parce que je pense que les personnes auront l'occasion d'aller regarder. Mais ouais, que tu nous en dises un peu plus parce que c'est tout mignon et ça. Oui, Voilà. donc les premiers, en fait, le premier produit que j'ai sorti, du coup, c'est un sweat pour enfants. Je peux vous en Tu montrer regardais, un. oui, si t'en as un là, Je ouais. l'ai juste à côté. Ah, bah, c'est bien. Voilà. Donc celui-là, c'est voilà. Donc
Ça, c'est ma Comme ça, en broderie plus, on comprend mieux. préférée. Voilà, Ah, c'est une petite petite baleine. baleine comme ça. C'est Voilà, joli, et hein. Puis sinon, le bah, col aussi, la finition. Mm. Comment? Il y a la finition du col aussi, je vois, qui est Oui, bleu. exactement. En fait, bah, donc la matière, c'est du coton, c'est un molleton gratté en coton bio et c'est vraiment tout doux. Et puis, effectivement, il y a un petit biais Liberty là qui fait office de bande de propreté sur l'intérieur. Voilà. Et puis, sur les petites tailles, j'ai en plus une Ah oui, ouverture au niveau du cou. boutonnée qui permet de faciliter le passage de tête. Et donc, ça, c'est un second motif de broderie que je propose, qui est le petit arc-en-ciel, justement, que m'avait dessiné la graphiste avec laquelle j'ai travaillé sur D'accord. l'identité visuelle de la marque. Ah, c'est bien que tu en aies sous la main, là, comme ça, on peut montrer en direct. Voilà, donc ça, ce sont les premiers produits. Et en fait, Mm. pour l'instant, ils sont disponibles en 4 couleurs. Donc, j'ai le crème et le bleu marine, mais j'ai aussi un bleu ciel et un jaune très peps. Et puis, bah, là, en fait, je suis en train de travailler sur une nouvelle production. Donc, je vais varier un peu les coloris. Et voilà, donc il y aura d'autres couleurs qui seront proposées. Donc ça, c'est le premier produit voilà, qui est dispo. Et puis, eh ben, d'ici quelques jours, je vais proposer aussi des t-shirts. D'accord. Donc, toujours en coton bio, fabriqué en France et avec la possibilité de personnaliser le produit avec une broderie. Justement, tu fais bien de réinsister sur le côté éco-responsable parce que ça, je voulais t'en parler. En quoi c'est important pour toi et comment ça se manifeste dans le développement de ta marque, cette volonté finalement de proposer des produits éco-responsables? Autant pour moi, il était évident qu'il y avait un besoin à combler sur le marché de l'habillement petit garçon. Autant pour moi, créer une énième marque qui produise à l'autre bout de la planète dans des conditions euh, vraiment catastrophique pour l'environnement, c'était pas possible. C'était pas possible. Moi, mon envie, en fait, c'était vraiment de produire moins mais mieux et avec un impact qui soit le plus faible possible sur l'environnement. Donc, pour ça, j'ai choisi de travailler d'abord avec des matières naturelles telles que le coton, et même au-delà du coton bio. Pourquoi? Parce que le coton bio, c'est dépourvu de substances toxiques. Ça consomme 10 fois moins d'eau qu'une culture de coton traditionnelle. Et puis, c'est aussi plus solide et plus résistant que le coton traditionnel. Donc, de ce fait, tous mes produits là sont en coton bio. Même mes étiquettes de marque, elles sont en coton bio. Mes petits hang tags là, voilà, ils sont faits C'est en quoi papier. ça, du coup, Les hang pour tags, ceux qui ne sauraient pas? ce sont les petites cartonnettes en fait qui sont souvent Oui, apposées sur les vêtements et quand on les reliées par achète, un les petites cordon. étiquettes, ouais. Voilà, sur lequel on retrouve le nom de la marque Mm. et puis des précisions sur l'origine du produit, etc. Justement, ça, oui, Enfin, un code j'ai barre, vu etc. sur ton code Instagram, ton compte Instagram, c'est particulier justement ce que tu as fait toi pour ça. Parce que Oui, bah, du coup, en fait, alors moi, mon expérience de consommatrice me dit que quand on achète un produit, donc oui, il y a cette petite qui cartonnette là finit, qu'on moi retire généralement au immédiatement carton, et mais ouais, voilà, quand et qui c'est va tout de suite à la en carton. poubelle. Oui. Et je me suis dit, honnêtement, produire quelque chose qui va être, qui va devenir un déchet sans avoir même Mm. eu une quelconque utilité, je trouve ça aberrant finalement. Mm. Donc, je me suis dit, bah, quelles alternatives j'ai? Je tenais quand même à ce qu'il y ait cette petite cartonnette voilà, qui pour moi habille bien un Mm. produit neuf. Mais du coup, bah, il fallait que ça puisse avoir une utilité. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de les faire sur du papier ensemencé. Et puis moi, les petites graines de mon papier, c'est des graines de fraisier. Donc Mm. voilà, on peut faire pousser des petites fraises avec nos enfants à à partir de ces hang tags. Ouais, Voilà. j'avais vu ça, je trouve vraiment l'idée super parce que bah, non seulement, comme tu dis, ça évite que ça finisse à la poubelle sans aucune utilité, si ce n'est bah, on lit, on relit, je sais pas, les conseils de lavage ou la marque, tout ça, puis après, ça part dans la journée, quoi. Donc là, ça donne un sens finalement et en plus une possibilité finalement d'activité, quoi.
avec ses enfants, Exactement, même de planter exactement. dans un petit pot, voir ce que ça donne. Il y a le Ouais. côté ludique. Et de la même façon, donc quand j'envoie les produits par la poste, donc j'ai un petit comment dire, alors c'est un flyer, mais c'est sur du papier cartonné qui accompagne le produit, qui indique où on peut me retrouver, qui avec un QR code aussi qui précise les conditions d'entretien, enfin comment prendre soin de ces vêtements. Et en fait, au verso, eh ben, j'ai une petite illustration à colorier. Donc voilà. C'est plein de petits détails finalement qui font que c'est vachement pensé, quoi, finalement. Tous les petits détails comptent Voilà, essayer de réduire l'esprit. au maximum les déchets et puis ben voilà l'impact de la production sur la planète. Et puis, enfin, pour moi, il est quand même hyper important de produire, de proposer des produits qui soient complètement sains. Enfin, voilà, ce sont des vêtements qui sont destinés aux enfants, qui ont une peau très délicate et fragile. Et voilà, pour moi, il est important que les produits soient le plus sain et le plus doux possible. Et ensuite, pourquoi produire en France? Alors, enfin, on a tous, je pense aussi, une prise de conscience qui s'opère par rapport au fait qu'on achète des choses qui viennent de l'autre bout de la planète. Voilà, je pense que le Covid nous a permis de nous rendre compte un peu voilà, du système dans lequel on est entré, on s'est engouffré. Et voilà, et je trouve ça sympa quand même enfin, on a tout à portée de main pour produire localement. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis moi, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais où l'industrie textile était florissante encore au siècle dernier. Et je trouve ça, je suis vraiment fière en fait de participer au renouveau de cette industrie et voilà et à ce second souffle, Voilà. Et aussi, ce qui est important de savoir pour d'autres personnes qui pourraient avoir le même projet, c'est que produire en France, ça coûte plus cher, mais ça a d'autres avantages, puisque finalement, moi, ça m'a permis déjà d'avoir un atelier qui accepte de produire en petite quantité, ce qui aurait pas été faisable si j'avais produit en Asie ou ailleurs. Et puis avec un délai de réassort qui est très court, parce que finalement, comme j'ai des petites quantités, en fait, ils peuvent me caser entre deux grosses commandes. Et finalement, ils sont capables de me refaire une production dans un laps de temps très court. C'est bien que tu le soulignes, ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que quand c'est français, il y a forcément un impact sur le prix. Mais finalement, il y a d'autres avantages qui peuvent compenser ça. Ouais. Et c'est pas quelque chose auquel on pourrait penser, finalement. C'est vrai. Et en fait, pour moi, ça contribue justement Enfin, pour moi, ça s'inscrit complètement dans une démarche éco-responsable parce que ça permet de produire moins et du coup de pouvoir tester son concept en limitant le risque d'un vendu finalement et d'avoir produit pour rien. Oui, parce qu'effectivement, au départ, la gestion des stocks, c'est quelque chose qui s'anticipe difficilement finalement par rapport à la demande. On va un petit peu, on navigue à vue de nez là. Oui, quand on est en lancement, effectivement, c'est hyper compliqué d'estimer les volumes qu'on est capable de vendre. Et du coup, c'est vraiment hyper confortable de pouvoir partir sur des petits volumes et voilà, et de pouvoir tester son concept sans prendre trop de risques, encore une fois. En tout cas, moi, de tout ce que j'entends depuis le début, je suis frappée par le fait que vraiment, c'est toute une réflexion et tout un écosystème de marques finalement que tu es en train de créer, que ce soit finalement dans l'histoire de la marque, tes valeurs qui transpirent par le biais de ta marque complètement, quoi. Que ce soit la famille, les enfants, ce côté, cette volonté d'agir de manière éthique, responsable et t'inclure finalement dans ce renouveau-là du textile en France et tout ça. Donc, c'est un beau projet. Ouais. Je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de le mettre un peu en avant ici. C'est gentil, mais effectivement, comme tu le dis, en fait, ça permet vraiment, pour moi, c'est un projet qui est, comme tu l'as souligné, qui me permet vraiment de me reconnecter à ce qui est important pour moi et à mes valeurs.
Et voilà. Et du coup, même si c'est un projet, même si c'est pas le secteur dans lequel je m'étais inscrite jusqu'à présent, finalement, il a tout son sens. Mm. Je Oui, dis il y a ça eu... aussi pour d'autres personnes qui penseraient à une reconversion qui est pas forcément évidente. Finalement, si elles leur permettent de se reconnecter à leurs valeurs et aux choses qui les animent profondément, eh ben, ça a du sens. Ça tombe bien que tu dises ça parce que justement, j'allais te demander si tu devais t'adresser à une personne justement qui hésite à se lancer dans un projet entrepreneurial qui lui tiendrait à cœur, mais qui a des freins et tout ça, à quoi elle peut se reconnecter finalement pour oser y aller. Et je pense que ta réponse est en plein dedans parce que c'est vraiment l'idée de retrouver du sens Du et sens. de contribuer déjà pour soi à se reconnecter à ce qui est important pour nous, mais aussi de contribuer au, ben, au bien-être de la planète quelque part. Enfin, ça va au-delà, au-delà de toi-même finalement, ce projet. Exactement. Mais Mm. je pense que dans ce cadre-là, il est vraiment important de suivre son intuition. Mm. En fait, on a beau être entouré de personnes dont c'est le métier, qui sont spécialistes en reconversion ou autre, c'est pas eux qui savent, Mm. c'est pas eux qui sauront dire si c'est le moment ou pas. En fait, Mm. la réponse, finalement, on l'a vraiment au fond de soi et je pense qu'elle s'impose comme une évidence. Je Mm. pense à ça, pourquoi? Parce que tu vois, quand j'étais accompagnée par l'APEC, bon, bah, l'année dernière, j'avais la contrainte d'une première année de crèche pour mon deuxième, et puis en pleine épidémie de Covid, voilà, il y a des semaines entières où il n'est pas du tout allé à la crèche, et en fait, j'avais énormément de mal à avancer, quoi. Enfin, et du coup, c'est une difficulté dont je faisais part à la personne qui m'accompagnait, et elle m'a dit, mais finalement, c'est peut-être pas le bon moment pour vous lancer dans ce projet. Et, Et qu'est-ce que tu as et senti quand elle quand t'a elle dit m'a ça? dit ça, j'ai fait non, mais en fait, non, mais pas du tout. Moi, je me voyais absolument pas faire autre chose, en fait. Pour moi, Mm. à partir du moment où j'ai épousé ce projet et où c'était OK pour mon entourage, etc., j'allais pas reculer. Enfin, je veux dire, Mm. pour moi, c'était une évidence et je me voyais pas du tout me lancer dans autre chose. Donc, je pense C'est que, en fait, intéressant finalement, parce que du coup, c'est par le biais de ce retour de la personne que ça t'a redonné enfin, c'est conscience vrai. ouais, Je du me fait suis que demandé si, c'était après, le bon finalement, moment. Dans le exactement. côté où ça t'a peut-être titillé un peu. Je me suis dit que c'était peut-être l'objectif de la personne qui était en face de moi, en fait. Conscient? Peut-être Ah que ouais, c'était tu penses? volontaire de sa part. J'en sais rien. En Ou tout peut-être cas, pas, mais ouais. en tout, en tout cas, ça m'a bien reboosté et je me suis dit, ouais, enfin, honnêtement, c'est vrai, c'est pas simple, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Mm. Et voilà. Et je pense qu'il est vraiment important voilà, d'écouter son intuition et voilà, d'épouser un projet qui a du sens pour nous, qui a du sens Mm. pour nous et qui nous permet de nous reconnecter à ce qui est important. Ça, et puis comme tu disais, le fait de bien s'entourer, de bien se faire accompagner dans cette démarche, ça permet aussi vraiment beaucoup de sécuriser le parcours si jamais c'est quelque chose qu'on peut craindre finalement. Donc, Ben, oui, alors déjà, c'est une sécurité, mais en plus, ça permet quand même d'avoir des idées, des choses mm, auxquelles on n'a pas pensé, parce que, euh, enfin bon, entreprendre, ça se fait parfois seul, parfois à plusieurs, mais dans tous les cas, on est toujours plus créatif et on va plus loin à plusieurs, ça c'est évident. Et donc, c'est important effectivement d'être entouré. Ça, c'est évident. C'est important de s'inspirer mm, du parcours des autres via les podcasts, via les échanges qu'on peut avoir avec d'autres entrepreneurs, etc. Et même, je dirais, au-delà de ça, c'est important d'échanger aussi avec ses proches. Donc, moi, mm. j'échange beaucoup avec mes amis, en fait, sur mon projet dès que je les vois. Enfin, bon, on parle pas que de ça, mais on en parle quand même. Et en fait, c'est tout bête, mais il y a plein de choses qui ont émergé de discussions complètement dans un cadre amical, qui n'était pas du tout Mm. professionnel. Enfin voilà. Et donc, par exemple, la couveuse, c'est une amie qui m'en a parlé. Elle m'a dit, tiens, ben, elle gère un réseau de crèches et elle me dit, ah, bah, il y a une conteuse qui vient à la crèche. Je crois qu'elle est en couveuse d'entreprise. Ah bah tiens, si ça t'intéresse, je te donnerai le Mm. nom de la couveuse. Et en fait, c'est comme ça que j'ai entendu parler de la couveuse d'entreprise, hein, Oui, dans effectivement, laquelle on est toutes les deux.
En parlant aussi que, ouais, que ça permet finalement de provoquer des opportunités, quoi. Parce que sinon, tu n'aurais pas eu conscience Oui, et puis en peut-être de fait, l'existence de la couveuse. c'est ça. Et même notre réseau personnel, c'est aussi un réseau. Donc, et en fait, il faut pas hésiter à le solliciter parce qu'en fait, on a sans le savoir énormément de contacts et un réseau qui est énorme, un réseau potentiel qui est énorme en fait. Et moi, je sais qu'on m'a mis aussi en contact avec d'autres personnes, etc. J'ai été mise en contact avec d'autres personnes par le cercle amical. Donc voilà, faut pas négliger ce réseau-là, il est Oui, important aussi. c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on change de projet, qu'on se reconvertit ou autre, on peut avoir le sentiment de ne pas avoir de réseau, de repartir à zéro finalement. Alors Oui, que non, ça peut être intéressant finalement de prendre un peu de recul et de lister toutes les personnes finalement qu'on a déjà. Et c'est un entourage, même l'entourage amical comme tu disais, mais même l'ancien réseau professionnel peut être source d'opportunités aussi. Et, exactement. et donc, c'est intéressant d'entretenir ces réseaux-là. Hein. Du coup, si je résumais un petit peu les conseils que tu donnerais à une personne qui souhaiterait se lancer dans un projet entrepreneurial, ce que j'ai entendu, c'est vraiment donc déjà s'écouter, suivre son intuition, donc vraiment Ouais, s'écouter. Il y a tout l'aspect aussi aller s'inspirer, regarder des personnes qui ont déjà fait un chemin qui pourrait correspondre un peu à ce vers quoi on aspire. exactement. S'entourer et parler de son projet, quoi. Exactement. J'ai rien Exactement. oublié. Non, Ça me non, paraît t'as hyper rien important oublié. de... Ouais. Après, il faut aussi de la patience, Mm, je pense, parce que les choses prennent parfois du temps à se mm, mettre en place, mais ça finit toujours par aboutir. Donc, voilà, faut être patient et aussi un peu méthodique quand même. Méthodique, mm. mais ça, les personnes, si on est accompagné dans son projet, il y a des personnes qui sont là pour Pour nous justement aider pour nous à permettre de nous tenir. rappeler les étapes et Mm, parce que parfois on est impatient, on aimerait que tout prenne vie tout de suite, mm, mais finalement on se rend compte que tout ce qu'on a construit en amont du projet, avant que le produit prenne vie et arrive jusqu'au monde extérieur, et tout ça, ça sert et ça va être utile à un moment donné. Donc voilà, faut être patient et mm, voilà, et pas se décourager, pas se mm, décourager par le cheminement qu'il faudra réaliser, quoi. mm. Ouais, c'est un bon conseil, ça. La patience et la persévérance. Voilà, la persévérance, exactement, c'est Mm. le bon mot. On se dirige doucement vers la fin de l'interview. Je voulais te demander déjà où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver tes créations et pourquoi pas acheter tes créations si on est maman d'un petit garçon et qu'on a envie de bien l'habiller. Alors, aujourd'hui, je suis essentiellement présente sur Instagram, donc sur mon compte Parfum d'enfance, donc c'est au pluriel, Parfum d'enfance en un mot. Sachant que je Euh, mettrai tous les liens en description, donc ce sera facile pour les personnes de retrouver le bon compte. eh ben, merci beaucoup. Et donc, en fait, bon, moi, c'est mon canal de communication privilégié parce qu'en fait, ça me permet d'échanger justement avec les personnes qui me suivent, à les solliciter sur toutes les étapes de création. Donc, par exemple, quand j'avais choisi les coloris des suites, j'avais lancé une consultation. Là, quand je fais des tests de broderie, voilà, je les poste et je demande aux personnes leur avis, celles qu'elles Ouais, préfèrent, il y a vraiment un etc. côté très co-création finalement, ce qui est Exactement. hyper Oui, pour intéressant. moi, Ouais. c'est important de plaire aux mamans de petits garçons et du coup, voilà, c'est vraiment important pour moi d'avoir leur avis sur ce que je propose. Donc voilà, Instagram en premier lieu. En plus, il est possible de commander aujourd'hui en m'envoyant un message privé. Voilà, j'ai mon site internet qui va bientôt sortir et peut-être que au moment où ce podcast sera diffusé, eh bien, il sera en ligne, je l'espère. Je Euh, mettrai le lien également et de toute façon, il sera là. Donc, est-ce que tu veux conclure, donner un mot de la fin, quelque chose que tu n'aurais pas eu l'occasion de dire non, honnêtement, on a fait le tour, mais bon, enfin, si je devais donner un dernier conseil, voilà, c'est de se faire confiance en fait, hein. Donc, Hmm. toute l'énergie et toute, comment dire, tous les ingrédients nécessaires à la réussite d'un projet sont en la personne qui les porte.
Et finalement, il suffit de se faire confiance et d'être bien entouré pour que nos rêves les plus fous se concrétisent. Donc voilà, vraiment se faire confiance. Et aussi, si jamais il y a des personnes qui portent le même type de projet que le mien, c'est-à-dire un projet en rapport avec l'habillement, et je me ferai un plaisir de répondre aux questions éventuelles qui pourraient se poser. Donc, ne pas hésiter à me contacter. Ah bah c'est vachement gentil de ta part. Et puis, merci de réinsister sur cette question de la confiance parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui nous paraît, nous, fondamental avec Oseras-tu. C'est vraiment l'idée de développer finalement une confiance importante en soi et en ce qu'on est capable de faire pour notre avenir. Et du coup, c'est bien que tu dises ça. Du coup, ouais, Caroline, j'étais vraiment ravie de te recevoir. C'est la première interview que je faisais sans Sébastien, parce qu'on se laisse la flexibilité de pouvoir tester différentes manières de faire. Donc, ça se sentira peut-être que c'était pas tout à fait comme d'habitude, mais en tout cas, moi, je me suis sentie très bien à tes côtés. Je suis vraiment contente d'avoir eu l'opportunité de te donner la parole. Ravie de te faire découvrir à plus de personnes et je te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour Parfum d'enfance. Merci. Et un beau projet qui mérite d'avoir de belles années devant lui. Je te remercie beaucoup pour cet enthousiasme par rapport à mon projet et aussi pour m'avoir donné la parole aujourd'hui. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir fait cette interview avec toi. Bravo d'avoir osé. Et puis, pour toutes les personnes qui nous découvrent ici, qui sont encore ici à la fin de l'interview, si c'est un format qui vous plaît, surtout, abonnez-vous parce qu'il y en aura d'autres. C'est un format qui nous plaît. Et voilà, ça s'appelle La parole aux audacieux et la prochaine est pour bientôt. Salut! Salut Manon!